Bonsoir mesdames et messieurs, merci de la confiance que vous nous accordez. Kivuna Bisso, c'est maintenant et Kivuna Bisso, je vous rappelle, c'est cette dynamique qui est mise en place pour garder en tout cas la flamme de la République démocratique du Congo, que ce soit dans les parties sous occupation ou la partie sous contrôle du gouvernement de la République. La République démocratique du Congo reste une et indivisible. Kivuna Bisso, dans cette dynamique, nous avons décidé ce jour de parler du processus des pas du processus des paix, mais des processus des pays. Il y en a beaucoup. Depuis 30 ans, on en parle tous les jours. Depuis 30 ans, les efforts des pacifications ont eu lieu, plusieurs négociations. Il y a eu des processus, des dialogues, des accords ont été signés. On va essayer de rentrer dans ces méandres depuis jusqu'à ce jour. Quelles sont les chances de voir ce processus de Doha, de Washington, apporter un vent nouveau? Mais pour ce soir, et pour parler de cette question aussi pertinente qu'elle se présente, nous avons recouru à des figures suffisamment éloquentes. À ma droite, je vais parler de mon extrême droite, nous avons Laurent Mugiraneza. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons à ma droite Abbé Jean Bosco Baala. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir. Et à ma gauche, j'ai le professeur Dadi Saleh. Bonsoir, professeur. Bonsoir et bonsoir à tous. Voilà, donc, c'est des personnalités. Je vous ai dit que la question est très pertinente et elle requiert un maximum de réflexion et d'esprit pointu. Et vous avez compris que les esprits que nous avons ici sont pointus. Je vais quand même leur donner 30 secondes chacun pour qu'ils disent ce qu'il est. Chacun va dire ce qu'il est sommairement. Je vais commencer par ma gauche avec le professeur Dadi Saleh. Oui, je suis le professeur Dr Dadi Saleh. Je suis affecté à l'ISDER Goma et j'enseigne un peu partout là où on m'appelle. Je suis doyen de la faculté de gestion et économie à Mapon University. Mais là, la casquette que je porte, je suis Muzalendo assumé, parce qu'il y a beaucoup de Wazalendo qui n'arrivent pas à s'assumer. On est des Wazalendo assumés et sur terre. Tout professeur d'université qu'il est, Muzalendo affirmé, et monsieur Laurent Mugiraneza. Merci beaucoup. Je suis Laurent Mugiraneza, activiste de la société civile, mais aussi conseiller provincial de la jeunesse intercommunautaire. En matière d'éducation, je suis assistant premier mandat à l'ISC Goma. Et pour terminer la présentation, je ne sais pas s'il faudrait qu'il se présente aussi, mais en tout cas, c'est l'exigence de l'émission de ces 30 secondes accordées à tout le monde. Vous êtes? Je suis le professeur Abbé Jean Bosco Baala. Je suis spécialiste en communication et stratégie, ancien président honoraire du CESAC et j'étais coordonnateur national honoraire du PDDRCS. Je suis consultant en DDR et en communication. Et j'appartiens aussi à la société civile. Voilà. Voilà donc. Lui, je voudrais dire qu'il est témoin de l'histoire assez embrouillée de la République démocratique du Congo. Dans cette partie de la République démocratique du Congo, il va nous être très utile au cours de l'émission, comme d'ailleurs tous les autres invités. Et nous allons, avant d'entrer dans le vif du sujet, revoir cette rétrospective d'explication des engagements de la République démocratique du Congo dans les différentes recherches de solutions dans les perturbations qui enveniment la vie dans cette partie de la République démocratique du Congo. Je parle du Kivu depuis près de 30 ans. Dans le processus de Luanda, le 15 décembre 2000, entre Kinshasa et Kigali, accusés par la RDC de soutenir le mouvement du M23, la situation sécuritaire s'est rapidement dégradée jusqu'à la prise de la ville de Goma par cette brigade avancée du Rwanda. Un tournant intervient le 18 mars 2025. Une image, celle du président Félix Antoine Tshisekedi et du président Paul Kagame côte à côte face à l'émir du Qatar, marque la reprise des contacts. Cette rencontre va ouvrir la voie à deux mécanismes parallèles, le processus de Doha mettant sur table la brigade avancée du Rwanda au Congo AFCM 23 et le gouvernement congolais, et celui piloté par les États-Unis d'Amérique qui réunira deux protagonistes, Kigali et Kinshasa. À Washington,
où l'administration américaine affirme vouloir traiter les causes profondes du conflit, la République démocratique du Congo obtient le 24 avril une déclaration de principe avec le Rwanda, principal soutien du M23. Cet engagement est suivi d'un accord de paix signé le 27 juin et d'un cadre de coopération économique régionale finalisé. Mais le président Tshisekedi reste ferme et prévient aucune coopération économique sans paix. De son côté, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, rassure que la souveraineté économique est non négociable et reste la ligne rouge du gouvernement congolais. On a signé un accord de paix. Dans cet accord, on a énoncé des principes, notamment le principe de l'intégration économique. Et dans les principes d'intégration économique, on a parlé d'une intégration régionale, on a parlé de ce qui est bilatéral en partant de l'existant. Il faut bien comprendre cela pour que cela ne soit pas un élément de confusion. Mais ici, comme le président de la République l'a dit en début de cette émission, aucune ressource de la RDC ne sera brandie. L'accord de paix prévoit la neutralisation des FDLR, un groupe génocidaire rwandais affaibli, mais toujours présent sur le sol congolais, ainsi que le retrait complet des troupes et matériels rwandais du territoire de la RDC. Considéré comme le parrain militaire et politique du M23, le Rwanda est chargé, dans cet accord, de favoriser un engagement direct pour aboutir à l'accord de Doha entre les rebelles et Kinshasa. Parallèlement, le gouvernement congolais accepte finalement d'écouter les revendications du M23 dans le cadre des pourparlers qui aboutissent le 15 novembre 2025 à un accord cadre de paix précédé par un accord de principe, un cessez-le-feu et un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Cet accord cadre comprend 8 protocoles, dont 2 déjà en cours de mise en œuvre. Pour les autorités congolaises, la boussole reste claire, le bien-être de la population qui reste encore sous le joug de la gouvernance par crime de la brigade avancée du Rwanda au Congo, AFCM 23. Il faut considérer que nous avons une boussole, nous avons un plan, nous avons un processus laborieux, mais nous considérons que nous avançons et nous souhaitons que très rapidement, et c'est les messages que nous passons notamment à travers les différentes médiations, qu'on arrive à la conclusion pour qu'on desserre l'étau sur nos populations. Parce qu'il ne faut pas oublier que le point principal pour nous, c'est de nous assurer que nos populations des partis et sous occupation soient soulagées très rapidement de cette situation. Sur le plan militaire, Kinshasa a su rester mobilisé. Tout en poursuivant la voie diplomatique, le gouvernement consacre 30% de son budget national 2026 au renforcement des capacités de défense et réaffirme que la justice reste le point de gravitation des initiatives de paix en cours pour une paix durable en République démocratique du Congo. Cette dernière partie de cette chronique enchante tout naturellement le Muzalendo ici à ma gauche. Muzalendo assumé, comme il a dit, le renforcement des forces armées de la RDC. Mais une question me vient à l'esprit et je vais la poser au professeur Abbé Jean Bosco Bahala. C'est quoi les causes profondes? Ah ben voilà. C'est devenu ésotérique. Avant de le dire comme ça, de go, je voudrais remercier justement Monsieur le ministre Patrick Muyaya pour cette belle initiative qu'il a eue de donner la parole à des personnes qui sont affectées par la guerre, surtout à l'Est, mais aussi à aider notre peuple dans la réflexion, dans la compréhension exactement de ce qui se passe. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas la complexité de ce processus. Vous comprenez, quand on parle de Doha, on parle de ceci, beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi ça devient compliqué tout ça, n'est-ce pas? Et on entend des termes et des choses qui ont déjà été dites. L'affaire est celle-ci, c'est que depuis 30 ans, depuis la catastrophe qui est arrivée au Rwanda, pas par notre fait, mais par leur propre turpitude, parce qu'ils ont commis un génocide. Ouais. Oui, c'était un génocide entre eux, Rwandais. Ouais. Depuis cette catastrophe, les Grands Lacs sont entrés dans le chaos, et ce chaos continue.
Et nous aimerions que ça prenne fin maintenant, que ce soit la dernière fois que nous vivons ce que nous sommes en train de vivre. Parce que, j'allais presque dire, j'ai le triste privilège d'avoir participé pratiquement à tous les accords de paix. Depuis Lusaka, nous étions dans le couloir et on est monté vers, si je vous cite tous les accords qu'on a déjà faits depuis ce temps là-bas, je peux les citer de mémoire, parce que depuis Lusaka, nous avons eu... mais il semble que depuis tous ces accords, vous avez oublié les causes profondes. Les causes profondes, mais c'est justement pour ça que je voudrais y arriver. Oui. Je voudrais dire que pendant tous ces accords là-bas, chaque accord que nous faisions semblait résoudre une partie du problème en oubliant la partie importante, en oubliant justement ce pourquoi nous sommes en train de nous battre. Quelles sont ces causes profondes quand on en parle? Lorsque vous entendez ceux qui ont recréé la belligérance maintenant, en 2025, alors qu'ils sont là depuis 30 ans, et lorsque vous les entendez parler, c'est comme si c'est un disque rayé, un disque qui revient toujours. Ils reviennent sur les mêmes paroles, oh, les causes profondes de la guerre. Et de quoi ils parlent lorsqu'ils parlent de causes profondes? Moi, je vais vous dire la cause profonde, mais voilà de quoi ils parlent. Ils disent que les causes profondes, c'est d'abord la question du retour des réfugiés. Ils sont en train de revendiquer leurs terres qu'ils auraient laissées et qui auraient été occupées après eux. Et leurs ressortissants se trouvent en Ouganda, au Rwanda, et au Burundi, en Tanzanie, dans les pays limitrophes et au Congo. Bon, ils doivent rentrer. Oui. La deuxième cause, ils disent, vous savez qu'il y a eu des guerres là-bas. Il y a eu des guerres, que ce soit au Nord Kivu, même aussi, des guerres de terre, d'occupation de terre. Hein? La guerre de Kanyarwanda, vous connaissez, n'est-ce pas? Vous êtes du Nord Kivu. Vous savez très bien qu'il y a eu des affrontements avant même du temps même de Mobutu. Et qu'il y a cette question de l'occupation des terres et l'occupation de la possession de la terre. Mais la troisième cause, c'est que eux ils disent qu'une partie de la population rwandophone est discriminée. Et comme elle est discriminée, et il faut qu'elle ait... Je sais que tout le monde comprend déjà, sait déjà que ça, c'est une histoire qui ne signifie rien du tout, parce qu'il n'y a jamais eu de discrimination comme telle. Et ici, c'est le cas de le souligner encore une fois. Lorsque vous entendez quelqu'un dire ça, vous savez tout de suite qu'il est en train d'enfourcher un narratif qui vient de l'autre côté du Rwanda. Ouais. Parce que les populations qui parlent Kinyarwanda, qui sont chez nous, sont là. On vit avec eux. Moi, j'ai grandi au collège avec eux. J'ai des amis parmi les Manyamulenge, parmi les Watusi de Massissi ou de Rutshuru. Mais comment les gens peuvent créer une chose? Nous sommes avec eux dans les institutions. Ils sont ministres, ils sont députés, etc. Bon, cette histoire-là, c'était pour la consommation extérieure. L'idée. Mais la vraie cause, les causes profondes qu'ils disent, ils disent mauvaise gouvernance. Donc ils s'en prennent à la gouvernance du régime à Kinshasa. Oui, du régime. Et donc pour eux, ils se battent pour que la gouvernance vienne. Mais on oublie cette cause qui est sous-jacente. C'est la recherche, justement. Ils sont utilisés pour que le Rwanda et les pays voisins puissent mettre la main sur les dernières réserves de matières premières stratégiques dont regorge notre sol. Et ils participent donc d'une manière ou d'une autre à cette prédation internationale. C'est pour ça que justement... Merci, monsieur l'abbé. Les causes profondes sont donc connues. La question, elle est foncière, essentiellement foncière, et je crois qu'il n'y a pas de tabou là-dessus. Muzalendo a assumé, le professeur Dadi Saleh. On parle de l'accord de Washington, on parle de l'accord de Doha. Est-ce que vous croyez, vous, déjà, à la pacification par ces différents accords? Je pense que la première chose n'est pas de croire ou pas. L'essentiel, c'est de participer pour qu'il y ait effectivement cette pacification et que le Congo puisse recouvrer et retrouver sa souveraineté. Je n'utilise pas la croyance. J'utilise la logique et j'utilise la force pour y arriver. Un point, un trait. Ce qui fait effectivement les gens qui ne font que croire, parfois nous laissent dans un grand trou. Ici, il s'agit, je ne vais pas répéter un peu ce que M. l'abbé Baala vient de dire, mais je pense qu'il y a déjà trop d'accords. Que ce soit des Sun City, que ce soit, c'est une succession
Ça va? Que ce soit de Doha, que ce soit de Washington, que ce soit même les accords avant. Parce que même la conférence nationale souveraine, là, il s'agissait encore, entre guillemets, des accords. Ça va? Ouais. Donc, on a déjà eu assez d'accords et que moi, je pense, nous avons un sérieux problème d'élite congolaise. Je pense que, tout en félicitant les efforts qui sont en train de se faire, là, je félicite les chefs de l'État parce qu'au fond, c'est clair. Il dit que c'est les Rwandais qui nous attaquent. Il y a les forces spéciales et il y a un complot au niveau international. Il s'agit de cette sorte de rhétorique, mais que les gens n'arrivent pas à intérioriser. Il s'agit du Rwanda, de l'Ouganda et du néocolonialiste qui nous attaquent. Et au fond, comme il avait dit déjà après notre indépendance, ils avaient dit après l'indépendance, sera égal l'indépendance. Mais nous avons eu une élite qui n'a pas pu intérioriser cet aspect, ça, décoder le message. Ce qui fait que nous sommes restés dans le néocolonialisme. Au fond, on est resté dans l'esclavagisme. Jusqu'aujourd'hui, je m'excuse un peu, même si nous essayons de nous en sortir. Et quand je dis je félicite les gouvernements, je vous assure, je ne suis pas dialoliste. Absolument pas. Le chef de l'État, son langage est clair, mais malheureusement, c'est plus le membre du gouvernement, je m'excuse, où leur langage n'est pas clair. Ce qui fait que nous ne semblons pas avoir une vraie bonne communication pour dire une fois pour toutes que, écoutez, il s'agit d'une guerre d'agression. On agresse la République démocratique du Congo, il s'agit de chercher à balkaniser et à continuer à piller les ressources de la République démocratique du Congo. Tous les accords qu'on peut citer, ça va, n'ont eu que ça comme bonne et mauvaise raison. Les restes là, ce sont des histoires farfelues exactement. Et nous les savons. J'ai dit, tous les accords, vous pouvez me les citer, je les ai, on peut les citer, etc. Mais malheureusement, nous avons négocié en position de faiblesse. En grande partie, la République démocratique du Congo a négocié en position de faiblesse. Si vous me parlez des Sun City, c'est quoi ça? Ça, c'est là où il y a eu vraiment la vraie partition. Je m'excuse parce que j'aurais beaucoup de contradicteurs par rapport à ça. Écoutez, Sun City, c'était une sorte d'échec monumental où nous avons laissé effectivement, ça va, le Rwandais, les Ougandais, les étrangers entrer dans l'appareil politique officiellement de la République démocratique du Congo, dans l'appareil judiciaire, dans l'appareil de sécurité, dans l'appareil militaire. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons difficile à les faire partir. Je pense que tout le monde est témoin. Ça peut se discuter, mais Sun City, pour ceux qui pensent que c'était une réussite, non. Nous n'avons jamais réussi une négociation. Je suis désolé, M. Bahala, l'abbé. Nous l'avons suivi, on était déjà enfants. On sait que c'est un révolutionnaire, il va nous comprendre. Même s'il a participé, je ne pense pas qu'on ait réussi une seule négociation. Nous avons eu peut-être 10%, 15-20%, mais c'est allé à l'avantage, effectivement, de l'ennemi. Parce que tout simplement, nous nous sommes un peu embrouillés. Nous n'avons pas compris l'ennemi cherchait quoi. Les Rwandais, ça était clair. Le plan était là depuis très longtemps. C'est le plan que tout le monde connaît. Ils voulaient l'Empire Hima, ils voulaient, etc. C'était clair depuis l'histoire des génocides. Avant même l'histoire des génocides, pour ceux qui connaissent l'histoire, il y a eu des guerres déjà avec Idjwi, des dominations. C'est une longue histoire, mais on connaît. Il y a eu des guerres, il y a eu des réfugiés déjà en 59, ça va? Il y avait déjà beaucoup de réfugiés qui étaient venus au Congo. Donc, ce n'est pas nécessairement vraiment quand le Rwanda, les génocides du Rwanda qui déclenchent. Non, les génocides du Rwanda est un tournant parce qu'effectivement, ceux qui portaient ces projets pour la balkanisation du Congo prennent le Rwanda totalement. Ils avaient déjà l'Ouganda. Alors, ils ont pris le Rwanda et leur mission était claire. Il fallait maintenant prendre le grand pays, la République démocratique du Congo. Ce qui fait que je parle d'intelligence stratégique qui nous a un peu manqué. Je suis désolé, je n'injurie personne. Vous avez tout à fait raison dans votre logique. Nous allons revenir à vous. C'est bien pensé que nous ayons, au cours des années, eu la faiblesse de n'avoir pas perçu l'intelligence stratégique des autres pour anticiper sur leurs idées, alors que leurs idées étaient bien connues. Trop clair. Monsieur Laurent Mugiraneza, les accords de paix se sont succédés, mais les seigneurs des guerres, eux, ont survécu. Donc, depuis 30 ans, il y a pratiquement les mêmes acteurs qui se retrouvent dans les cercles de décision du côté des rébellions et qui ont réussi chaque fois à échapper à la justice. À la société civile, est-ce que l'on croit que cette fois, la justice pourrait rattraper ces
c'est mes crayons, si vous voulez. Le professeur ne veut pas parler deux fois, mais c'est le cas de le dire, ce sont des mécréants. Merci beaucoup. Je m'en vais, comme le professeur Dadi Saleh l'a dit, remercier le président de la République pour son bravoure de dire non, même s'il a été contré, mais au départ, nous l'avons accompagné. Nous sommes de l'Est, victimes de cette guerre. Moi, personnellement, c'est depuis 1996 que je n'ai jamais eu même un mois de paix. C'est sous les coups de balles. Nous avons vu les réfugiés venir. Nous avons vu Laurent Mouzé Kabila être au pouvoir. Nous avons vu qu'il est assassiné. C'est à son époque que le RCD commence, le 2 août 1998. Toujours les causes profondes. C'est après qu'on ait assassiné Mouzé qu'on met Joseph Kabila. C'est juste que là, en 2005, parce qu'on a les premières élections en 2006, il passe. Mais après son élection, en 2007, nous avons le CNDP. Après le CNDP, on a cru que Kabila était roulé, parce que moi j'ai eu beaucoup de rencontres avec lui. En 2009, en 2010, on renouvelle le mandat de Kabila. On a pensé que peut-être il y a un problème, qu'il va changer. Mais c'est en 2012, après son élection encore, que nous avons le M23-1. Et continuons après ces 5 ans. Nous sommes allés en 2016. On l'a rencontré, finalement, je lui ai dit, tu ne mérites plus d'être président de cette République. Parce que les chaos dégénérés. Et après son départ, le Raïs qui prend le pouvoir, de tous ces circuits-là, nous sommes des victimes. Des nattes sur les têtes à cause de ces mêmes acteurs. J'ai eu à parler avec le général Makenga en face, c'est en 2007, qui disait poursuivre les œuvres de l'air. Je lui ai dit que ce n'est pas de ta mission. Au finish, nous pensons qu'il y a eu un complot international et c'est manifeste. Et moi, je n'ai jamais soutenu la thèse selon laquelle c'est le Rwanda qui nous attaque. Non. Le Rwanda n'est qu'une main longue des multinationales. Les Nations Unies, nous sommes victimes. J'en ai parlé ouvertement avec Bintou Keïta, la Croix, et pour toutes les occasions que je de rencontres. Récemment, on a été avec les anciennes présidentes, ceux qui sont les adjoints de notre négociateur. Oui, Samba Panza et les autres. Samba Panza et d'autres. Je leur ai dit clairement. Parce qu'ils étaient venus pendant que chez moi, à Kiseguro, on venait de massacrer plus de 312 personnes. Et ce sont des tragédies que même si quand même on peut poursuivre l'intérêt, les diamants et les richesses de la République démocratique du Congo, j'aimerais implorer ces gens. Et chaque fois que je rencontre la Croix, qui est l'international, l'adjoint de l'ONU chargé de paix, je lui dis finalement, ayez quand même un sens humain. Parce que trop de morts, des cadavres chaque jour, les mêmes acteurs, l'impunité internationale et l'impunité nationale. Et nous sommes vraiment désolés et nous pensons que le gouvernement doit faire plus. Et nous n'aurons jamais un président qui tient debout comme Tshisekedi. Et je le félicite, même s'il est entouré par certaines personnes qui n'ont pas cette logique. Et c'est pourquoi on nous a refusé, nous, en tant que propriétaires de cette histoire, d'être à Doha, partout se décide de conciliabule. Et je pense que le président de la République continue à comprendre que le Rwanda, c'est un jeu de cache-cache, mais les vrais négociateurs, les vraies causes profondes, ce sont les investisseurs américains et de Dubaï, Qatar, qui cherchent à fond récupérer leurs biens qu'ils ont investis à travers le Rwanda. Full stop. Full stop, c'est quand même dit avec le cœur. Oui, c'est dit avec le cœur. C'est révélateur du sentiment qui anime la population dans le sud Kivu, dans le nord Kivu. C'est une population qui souffre et les accords se multiplient les uns après les autres. On redit la même chose. On est toujours en face des mêmes acteurs. Le pouvoir change à Kinshasa, mais les acteurs de l'autre côté sont les mêmes. Jean Bosco Bala, monsieur l'abbé, vous avez été partout. Monsieur le professeur Dadi Saleh, dans sa rhétorique, dans sa logique, il estime que les accords d'avant et toutes les négociations ont échoué parce que la RDC a négocié en situation de faiblesse. Il est dit en relations internationales qu'on ne négocie jamais
en situation de faiblesse. Vous avez été de la partie. Est-ce que vous pensez que cette fois, avec Doha, avec Washington, l'espoir est permis? Oui. Ou aussi vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut absolument la Kalachnikov? Oui, Eddy, moi je n'irai pas jusque-là. Justement, avec le poids de l'expérience que j'ai, et aussi après toute l'analyse et toute l'observation de ce qui se passe dans le monde, toute ma connaissance de la géopolitique mondiale, de la géostratégie qui se passe actuellement dans les Grands Lacs, je vais peut-être remonter un peu plus loin en suivant ce qu'a dit mon frère Mugiraneza et le professeur Saleh. Je vais dire oui, il faut aller jusqu'au bout maintenant. Aller jusqu'au bout signifie quoi? Signifie tenir à finir le problème avec ceux qui l'ont commencé. Lorsque nous nous étions rendus compte que nous étions allés négocier ici, nous étions allés négocier là-bas, et que la paix ne revenait pas chez nous, au nord et au sud Kivu par exemple, nous avions convaincu le pouvoir de ce temps là-bas, en 2008, d'organiser une conférence pour la paix au nord et au sud Kivu, parce qu'on disait pourquoi la paix ne revient pas, pourquoi nous avons accordé des facilités avec ce qu'on a fait en 2005 après Sun City, pourquoi la paix ne revient pas. Et nous sommes allés à Goma, c'est la fameuse conférence de Goma où j'étais le rapporteur général. Vous vous rappelez? Et c'est moi qui garde encore les archives de cette conférence où nous avons été. Nous avions voulu que nous puissions nous approprier justement les causes de la guerre. Malheureusement, les organisateurs ont oublié d'inviter le Rwanda. Et ils ont oublié un sujet qui aurait dû être mis sur la table en ce moment-là. C'est que nous comprenons ce qui s'est passé. Avec une amie, Madame Descrever, qui était en ce moment-là patronne de GTZ, c'est-à-dire de la coopération allemande à ce moment-là. Nous avons reçu la visite d'un ami qui travaille à Canal+, Patrick Forestier, et nous lui avons raconté ce qui s'est passé parce que c'est en ce moment-là que les FDLR, les Interam, tout le monde était en train de violer les filles chez nous, de massacrer les gens. Et il a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de comprendre pourquoi tous ces malheurs vous arrivent? Et moi, je lui ai dit, mais c'est à cause de ces minerais qu'on est en train d'exploiter. Voilà, il est venu à mon bureau, je lui ai montré. Regarde les images que nous avons des canyons là et de partout, ce qui est en train de se passer. Aidez-nous à dénoncer, comme il y avait un ami belge avec qui nous avions causé, aidez-nous à dénoncer cette histoire des minerais de sang. Bruxelles Airlines qui venait à Bujumbura pour prendre les minerais qui étaient extraits de nos collines, etc. C'est comme ça qu'on avait produit, avant cette histoire, avant cette réunion, on a produit le film Du sang dans mon portable. Le prêtre qui parle là-bas avec beaucoup de véhémence à la cathédrale, c'est moi dans ce film. Et quelle était notre thèse? Il n'y a pas de guerre civile au Congo. Il n'y avait pas en ce moment-là deux tribus qui se battaient. Même quand on parlait des Hema et des Lendu, c'était encore de la manipulation. Et ce sont ces multinationales-là. Et c'est en ce moment-là qu'on avait ce discours non Kunda, non job. C'est que tout le monde essayait de créer sa petite rébellion pour pouvoir mettre la main. Et c'est ça qui continue. C'est pour ça que justement, lorsqu'on est en train de parler de génocostes aujourd'hui, il faut qu'on comprenne d'où ça vient. C'est que la prédation de nos minéraux rares, notre malheur, est-ce que c'était un malheur ou c'était un bonheur? C'est que le Seigneur a mis sur notre sol des matières premières, des matières précieuses dont les économies actuelle mondiale avait besoin. Et donc, pour mettre la main là-dessus, nous étions un peuple à sacrifier. Et ils ont choisi leur proxy. C'est ça. On a choisi le Rwanda, l'Ouganda et l'Ouganda Somala comme proxy pour pouvoir mettre la main sur ces matières. Et on nous crée des guerres qui ne finissent pas, des guerres de basse intensité, une guerre sans front. Où se trouve le front pour le moment de notre guerre? Vous ne savez pas. Et c'est pour ça que j'étais un peu interloqué lorsque j'ai appris que nous signions un accord de paix avec le Rwanda, alors que nous n'avons jamais été en confrontation directe avec le Rwanda. Oui, avec le Rwanda. Et le Rwanda n'a jamais accepté d'être en République démocratique du Congo. Oui, monsieur l'abbé. Avant... Pour le moment, c'est vrai, nous pouvons accepter, mais disons-le, c'est que là où je voudrais chuter sur ce point, c'est de dire que pour maintenant, nos autorités ont pris la mesure. Le président de la République a pour
une fois accepté. Les autres peut-être ne pouvaient pas le faire parce que leur pouvoir venait du Rwanda, n'est-ce pas? Était issu de l'aide. Mais lui, il a été élu démocratiquement. Il a eu le courage d'aller vers ceux qui arment nos adversaires, nos agresseurs, oui. N'est-ce pas? Et il est allé leur proposer, leur dire, mais pourquoi vous utilisez un domestique qui vient vous faire du recel au lieu de venir prendre directement chez moi, discuter avec moi. C'est ça peut-être. Et c'est là peut-être que nous arriverons quand nous allons réfléchir. On va réfléchir comment faire en sorte que cet avantage qu'il nous a donné par son courage, que cet avantage puisse rester un avantage pour nous et non plus profiter à ces gens là-bas et à tous ces petits proxys, à ces gens qu'on a ramassés à gauche, à droite et qui ne savent même plus comment gérer le coin qu'ils ont eu par les armes grâce à l'armée étrangère. Ils ne savent plus comment gérer ça. Oui, ils ne savent plus comment gérer ça. Nous allons... Les sujets est vaste et surtout qu'ils touchent à la vie de la République. Les Basalendos sur les plateaux sont très motivés, mais je vais demander à la réalisation de nous proposer cet extrait de la ministre des Affaires étrangères qui présente plus ou moins la réflexion plus ou moins claire de ce que ces différents accords obtenus. Ensuite, nous allons poursuivre le débat. Rappeler un peu l'historique et le chemin qui a été parcouru et qui a conduit à la signature de cet engagement. Comme vous le savez tous, le tout a commencé le 25 avril dernier à Washington, D.C., quand nous avions la signature de la déclaration des principes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, étape qui a été justement signée par les deux ministres des Affaires étrangères respectifs, et ensuite qui a été suivie d'une série de négociations et de pourparlers au niveau de nos experts techniques qui ont effectué une série de rencontres à Washington et sous d'autres formats. Et donc le 18 juin, nous avons eu un projet d'accord final qui a été paraphé par nos experts qui étaient à Washington et donc qui traduisait les principes de la déclaration de principes signée le 25 avril, notamment le retrait des forces rwandaises, l'activation du concept d'opération conjointe ou du CONOPS et le retour encadré des déplacés dans les zones affectées. Et enfin, le 27 juin, donc la semaine passée, j'ai signé au nom de la République démocratique du Congo l'accord final avec mon homologue rwandais en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. À l'issue de cette signature, nous avons été reçus à la Maison-Blanche, je pense que vous voyez les images, par le président Donald Trump qui a salué le courage politique et qui a exigé de manière très explicite aussi le respect de cet accord. Du côté de la RDC, nous nous réjouissons énormément du fait que la résolution 2773, première résolution en plus de 20 ans qui reconnaît explicitement le rôle du Rwanda dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, soit évoquée explicitement dans ce préambule, parce qu'encore une fois, ça nous donne un cadre très clair sur la nature du conflit que cet accord de paix est appelé à résoudre. Je voudrais quand même insister sur le fait que ce chapitre précise que les engagements qui sont pris sont contraignants. Et ça, c'est très important. Autrement dit, ce n'est pas un protocole d'intention. On n'a pas signé pour dire on va essayer de faire un peu et puis si ça ne marche pas, ce ne sera pas la fin du monde. Non, ce sont deux États responsables qui ont pris cet engagement et qui ont aussi pris l'engagement d'une redevabilité pour être responsabilisés en cas de lacune, en cas de manquement dans l'exécution de leurs responsabilités qui leur incombent dans le cadre de cet accord. Et donc ce chapitre rappelle également que l'accord s'inscrit dans le cadre des efforts régionaux et internationaux existants, notamment la résolution 2773, donc encore une fois, on a une référence à cette résolution, et les cadres de la CIRGL, de la SADC et de l'Union africaine. Et donc, ce qui est important, c'est aussi de comprendre que l'accord s'inscrit dans une complémentarité de tous ces instruments qui existent déjà. Il n'est pas là pour dire que la CIRGL ne compte plus, il n'est pas là pour dire que tout ce qui a été fait sous l'égide de l'Union africaine, la SADC ou l'AEAC ne compte plus, mais il vient se greffer à ces efforts et s'inscrit dans une logique de complémentarité et contribue justement à renforcer, à structurer et à contribuer aussi aux efforts communs qui ont déjà été amorcés dans le cadre d'un souci d'une stabilisation durable de la région des Grands Lacs. L'accord prévoit que les groupes armés congolais qui opèrent sur le territoire national doivent être désarmés, démobilisés et cantonnés sans délai.
Comme vous le savez tous, nous avons le PDDRCS qui est en fait le cadre prévu par l'État congolais, justement le cadre institutionnel, le programme prévu par l'État congolais pour donner des perspectives aux ex-combattants des groupes armés. Cela comprend, quand on parle de groupes armés, évidemment les groupes actifs dans les zones anciennement ou actuellement sous contrôle du M23, les groupes dits d'autodéfense et tout mouvement prétendant représenter une revendication communautaire par la voie des armes. Quand on parle du désarmement, on parle aussi d'un désarmement suivi d'une sélection stricte en cas d'une réintégration conditionnelle. Et donc ici, il y a aussi une rupture très importante avec des pratiques qu'on a vues par le passé, à savoir des pratiques d'intégration généralisée, d'effectifs de groupes armés. De brassage ici, et des mixages. Justement. Et nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes justement dans une logique où les ex-combattants de groupes armés qui auraient peut-être l'intention ou le souhait d'être intégrés dans les forces armées ou les forces de sécurité doivent répondre à des critères stricts. On doit s'assurer justement, tout d'abord, de leur nationalité congolaise, évidemment aussi de leur non-application dans des crimes graves et d'autres critères, évidemment, qui vont être appliqués. Mais je pense que l'aspect clé ici, c'est le fait justement qu'on ait un catalogue, si vous voulez, de critères qui nous assure que toute intégration répond à des leçons que nous avons appris et tirées du passé et qui nous protègent, nous, mais aussi qui protègent nos institutions d'être affaiblies de l'intérieur en intégrant sans discrimination et de manière ouverte et sans filtre des individus issus de groupes armés qui pourraient justement, suite à leur rôle dans les groupes armés différents, avoir été complices ou eux-mêmes auteurs de violations graves. Voilà, l'intervention de la ministre des Affaires étrangères a été plus ou moins explicite. Elle rappelle plusieurs faits, mais je vais m'attarder sur un seul et je vais poser la question à Laurent Mugiraneza. Le M23, dans son récent spectacle, s'est émancipé carrément de groupes armés. Lui, il considère qu'il est chargé, lui, le M23, de démobiliser les groupes armés. S'il démobilise certains groupes armés, lui, le M23, considère qu'il est devenu quoi? Comment, vous, la société civile, vous percevez ce message qui est véhiculé sur les partis sous occupation de l'armée rwandaise? Merci beaucoup pour la question posée. Ici, de rappeler que lorsque le M23 va bientôt totaliser 5 ans, parce que c'est depuis novembre 2021 qu'il a commencé son aventure, et imaginez les gens de Rutshuru, de chez moi, dans mon territoire, les gens de Massissi, au long de 4 ans, qu'est-ce qu'ils ont comme hypothèse, comme réalisation du gouvernement? Ils sont dans un trou sans lumière. Et à ce titre, le M23 leur dit jamais vous ne verrez le gouvernement piétiner encore ici. Et ils y croient parce que ça peine de venir. 4 ans, 5 ans, c'est bientôt une année à Goma. Bientôt une année, nous sommes en déplacement. Nous espérions qu'avec le massacre qu'il y a eu à Goma, à longue échelle, qu'on a vu que la communauté internationale déciderait de se débarrasser du M23 dans la ville de Goma, mais ils les ont soutenus. Jusqu'à présent, ils continuent à massacrer. Alors la population qui est prise en otage pendant 4 ans n'a d'autre pensée que de les croire. Et justement, eux aussi, par la terreur, ils évoluent dans leur imposition. Les fouets, si vous n'acceptez pas, on te tue. Et là, ils ont les monopoles de dire, nous sommes nous qui allons chasser les rebelles et nous sommes partenaires du gouvernement. Et justement, à ce titre, nous sommes en train de dire haut et fort que le président de la République doit croire aux Wazalendo. Merci beaucoup. Croire aux Wazalendo, c'est-à-dire il y a de vrais Wazalendo et de faux Wazalendo. Tout à fait. Et il y a les gens qui sont déterminés à participer au rétablissement de la paix. Tout à fait. Et jusque-là, le M23 se trompe. Nous avons déjà une loi qui nous protège
et qui protégeait les Ouazalendo, c'est la loi sur la réserve armée, chapeautée par le général Padiri, secondée par le général Mayanga. Ils ignorent que ces gens, ils ont déjà un recensement biométrique et ils travaillent sous la bénédiction de l'État. Et bientôt là, une fois qu'ils finissent la guerre, ce sera le moment de les structurer pour qu'ils soient comme vraiment la réserve armée, telle que les autodéfenses qu'on nous amène du Rwanda. Lorsqu'ils perdent les gens sur terrain, ils ont fait appel aux retraités pour venir aider. Et nous avons notre loi. Jamais nos Ouazalendo ne sont pas un groupe armé. Et nous savons que c'est par l'injustice nationale et internationale que les M23 continuent à hausser le ton. Voilà, c'est très bien dit. Le représentant de Bazalendo, il est lui sur ce plateau, professeur d'université de son État, il est Mouzalendo assumé. Ma question est celle de savoir, vous êtes professeur en économie, est-ce que vous pensez que la dimension économique introduite dans les accords peut être un déclic pour que nous ayons plus ou moins cette paix, mais de façon durable? Oui, bien sûr que tout est possible, mais j'aimerais prendre la question d'abord globalement, parce que oui, je suis Mouzalendo et j'ai comme principe et philosophie Kujitegemea, Tomilukela, Tusosangemosi, Tuji Kebela. Au fond, c'est cette philosophie qui fait en sorte que, avec effectivement, comme mon ami vient de le dire, l'article 63 de la Constitution, ça a permis au président pour une première fois, ça va, Félix Tshisekedi, de mettre la rade sur pied. Donc c'est par rapport à la Constitution et à la volonté effectivement du président de la République. Et exactement, c'est vrai que je ne vais pas décevoir quelqu'un, mais il y a tout un schéma pour que nous puissions arriver à concrétiser les efforts de la RAD et passer dans le processus. Mais pour l'instant, nous les Ouazalendo, nous nous battons sur terrain. Et nous sommes félicités par le chef de l'État, tout le monde le sait et le voit. Mais le vrai problème que nous avons, c'est que dans le gouvernement, et je n'ai pas peur de le dire, il y a beaucoup de gens qui viennent de 1+4. J'expliquerai c'est quoi. Qui viennent de 1+4, qui eux ne sont pas les Ouazalendo et qui sont contre les Ouazalendo. Alors, ils créent même des faux Ouazalendo. Le Rwanda crée des faux Ouazalendo. Il y a toutes les preuves, nous les avons. Il y a des faux Ouazalendo et malheureusement, certains acteurs politiques de 1+4 qui sont encore des complices parce qu'ils ont été constitués par cette force-là, ça va du Rwanda, Ouganda, néocolonial, qui sont malheureusement encore là et qui malheureusement continuent un peu à conseiller les chefs de l'État. Il y a une confusion. Nous avons fait des propositions claires au chef d'état-major, par écrit. Nous avons fait des propositions claires au ministère de la Défense pour dire qu'il y a trop de désordre sur terrain. C'est encore il y a quelques jours où on entend à Ouvira, c'est les Ouazalendo qui se battent avec le FARDC, par-ci, par-là. Donc on comprend qu'il y a une mauvaise volonté pour la réorganisation des Ouazalendo et avec effectivement l'armée. Je le précise, je m'assume. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait une bonne collaboration entre le FARDC et les Ouazalendo. Nous n'avons qu'une seule armée, c'est le FARDC. Les Ouazalendo, c'est sous l'article 63 de la Constitution où tout Congolais a le devoir sacré de défendre sa nation, et nous y sommes. Donc, c'est-à-dire que pour nous, toute la République démocratique du Congo devait être composée de Ouazalendo. Mais apparemment, jusque-là, ce n'est pas le cas. Le contraire de Ouazalendo, ce sont les Ouassaliti. Les Ouassaliti, c'est-à-dire des traîtres. Et heureusement, on commence à en arrêter beaucoup. Je pense que vous le savez mieux que moi. Mais il nous faut un mouvement plus large que ça. Nous aimerions, nous les Ouazalendo, que ce que vous venez de dire, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que nous avons l'article 86 de la Constitution. On a déjà utilisé l'article 85, ça va, avec l'état des sièges, etc., l'état à Goma, etc. Mais c'est insuffisant. On a l'article 86 de la Constitution qui dit effectivement qu'on peut déclarer la guerre. Et on me pose souvent la question, quand j'ai dit ça, ça veut dire quoi? Écoutez, tout le rapport de l'ANER, tous les rapports des Nations Unies, les rapports de la société civile, nous les Ouazalendo, il y a des milliers de rapports. Nous démontrons qu'à vrai dire, le 1.23, l'AFC n'existe pas, dans le vrai sens du mot. Parce que je vous ai parlé de philosophie. Tant que les Congolais, nous ne comprenons pas qu'on doit changer de philosophie par rapport à cette question, on reste dans les à peu près. La philosophie où les M23 n'existent pas. Ce sont des supplétifs, effectivement, comme le président et les ministres Mouyaya les répètent. Mais on ne les sent pas dans les actions. Si, effectivement, le M23 n'existe pas, il n'existe que les Rwandais et les néocolonialistes, effectivement, qui dirigent les Rwandais. Donc, on doit s'attaquer à cela directement. Donc, on doit se battre contre le Rwanda.
ce qui n'est pas le cas officiellement jusqu'à aujourd'hui. Je pense que les professeurs... Oui, ça c'est vrai, ce n'est pas, pas encore le cas. cas. C'est qui est une erreur. Vous comprenez pourquoi c'est une erreur? C'est une erreur parce qu'effectivement, nous ne prenons pas les taureaux par les cornes. Moi, j'ai suggéré ceci. J'ai suggéré que nous puissions avoir un budget de guerre, vous en avez parlé. Nous puissions avoir effectivement une loi financière de guerre, que nous puissions avoir une économie de guerre, parce que vous pouvez en avoir. Non, malheureusement, cher professeur, nous avons une loi de programmation militaire. On a eu une augmentation du budget de la défense. Je suis spécialiste, donc croyez-moi. La défense ne signifie pas la guerre, s'il vous plaît. Ouais. Et je vous dis, croyez-moi, on a tout le temps encore pour venir expliquer, mais ben, les gens ne veulent pas nous écouter. Vous voulez écouter seulement les Blancs, parce que vous pensez que c'est eux les experts. La défense, ce n'est pas la guerre. Vous me comprenez? La guerre est conjoncturelle théoriquement. Ça va? La guerre est conjoncturelle. Et qu'effectivement, si nous n'avons pas un budget de guerre, une loi financière de guerre, c'est-à-dire effectivement que nous ne nous battons pas. Parce que la guerre coûte très cher. La guerre coûtant très... Ce n'est pas 2 milliards de dollars qui va finir une guerre, qui a été concoctée par les néocolonialistes, qui mettent beaucoup de moyens. Vous vous souviendrez que la MONUSCO avait dit un jour que les ennemis ont plus des armes que la MONUSCO, plus que la RDC. La guerre coûte. Ce n'est pas parce qu'on a mis 2 milliards de dollars, parce qu'on a mis 3 milliards de dollars que ça suffit. Non. Pour l'instant, on ne prend pas notre combat comme il faut, notre responsabilité. Nous faisons un peu les à peu près. Donc, nous conseillons, tout en voyant les efforts qui sont fournis, parce que 30% du budget, c'est déjà beaucoup, professeur, et tout le monde. C'est déjà quelque chose. Mais c'est plutôt la logique. Cette logique nous renvoie à faire quoi? Exemple, le ministère de la Communication nous a aidés. Il nous a dit effectivement qu'il y a la guerre diplomatique, n'est-ce pas? Qu'il y a la guerre des communications, qu'il y a la guerre militaire exactement. Tout cela n'est fait que c'est combiné et ça s'appelle la guerre. C'est-à-dire, par exemple, la diplomatie ne peut pas marcher sans comment est-ce qu'on appelle ça? La force. Il n'y a pas de diplomatie. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tous les accords tendent à échouer parce que jusque-là, nous ne nous constituons pas à un rapport de force. Une décision forte. Exemple simple pour que vous me compreniez. Avec effectivement l'article 63, à Kinshasa, nous devons avoir 1 million de Congolais prêts à soutenir les Ouazalendo qui sont effectivement au Maniema, prêts à soutenir les Ouazalendo qui sont dans les Lubero. 2 millions de Congolais prêts à se battre comme les États-Unis l'ont fait pendant la guerre avec le Vietnam, comme le Vietnam l'a fait, comme effectivement l'Ukraine l'a fait, comme effectivement la Russie le fait. Israël, toutes les nations le font. Donc, moi, nonobstant les efforts qui sont, je vous assure à louer. Je vous ai dit, je ne suis pas dialogiste. Ce n'est pas parce que sur la RTNC que vous pensez que je félicite. Non. Le président a un angle clair. Nous les soutenons, nous les Ouazalendo, à 100%. Mais il a effectivement des gens qui ne sont pas d'accord avec les Ouazalendo. Vous entendez chaque fois, ici, les Ouazalendo sont vilipendés. Certes qu'il y a à boire et à manger, comme dans l'armée d'ailleurs. Mais ça reste notre seule armée. Pour l'instant, on doit féliciter les Ouazalendo comme le chef de l'État. Mais dans le gouvernement, même au Parlement, ils étaient incapables, je suis désolé, de féliciter et de faire un budget pour les Ouazalendo, jusqu'à preuve du contraire. Oui, professeur, ça c'est, comme je dis, vous êtes Mouzalendo, assumez, 100%. Vous assumez vos propos. Nous allons d'abord prendre, avant de revenir à Monsieur l'abbé, nous allons prendre d'abord le ministre Mouyaya qui présente une réflexion très claire sur la question des processus actuels Doha, Washington. Il explique plus ou moins, nous allons le suivre. Une opinion estime que l'émir du Qatar est passé plutôt pour pousser les autorités congolaises à conclure des accords avec le M23. Et le M23 aujourd'hui considère que c'est le noyau de notre prochaine armée de la République démocratique du Congo et que le M23 aujourd'hui peut fédérer au point de devenir une force qui pourrait... Bon, écoutez, il y a trop d'agitation. Il y a trop d'agitation. Il y a trop de verbiage. Parce que nous tous, nous savons. La vérité, elle est une. C'est qu'il n'y a aucun document, en commençant par notre Constitution, aucune charte de l'Union africaine ou des Nations unies qui reconnaît la légalité ou l'existence du mouvement du type supplétif ou brigade avancée. Alors, il ne faut pas qu'on se trompe. Et il ne faut pas penser parce que... Mais ils sont à la table des négociations. Non, la question, Willy... Ils sont là, vous discutez avec eux. Ce n'est pas parce qu'on discute avec eux qu'ils cessent d'être un mouvement qui ne devrait pas exister. Qui cesse d'être un mouvement... Je crois que c'est leur vraie nature et qu'on ne vous trompe pas. Les discussions que nous faisons doivent conclure à quoi? Dites-moi. Dites-moi.
Les discussions vont conclure, on va dire. C'est les on va dire, on prend l'armée de ces supplétifs, on dit venez, vous devenez une partie de l'armée nationale. Vous pensez que les discussions, c'est ça? Voilà, il faut pas ce qui a été fait dans le passé. Il ne faut pas tromper les peuples des dieux. Parce que nous sommes un gouvernement. On ne va jamais se mettre dans un jeu de ping-pong avec ceux qui sont appelés à disparaître. Dans la forme actuelle. Qu'on ne vous trompe pas. Il ne faut pas, Willy, j'en arrive. Oui. Il ne faut pas vous faire des illusions sur la finalité des... Il ne faut pas se faire des illusions sur l'avenir du M23. C'est le ministre qui le dit. Il ne faudrait pas, excusez-moi, vous faire des illusions sur l'avenir du M23. C'est le ministre qui le dit. Monsieur l'abbé Baala, vous pensez que le M23 va disparaître au moins une bonne fois pour toutes? Mais avant de répondre à cette question, les résolutions. La ministre avant a mis un accent sur la 2773 qui définit plus ou moins les cadres. Elle y croit et je crois que beaucoup y croient. Mais il semble qu'il y a eu, j'allais dire, une cinquantaine ou une soixantaine de résolutions sur la question de l'Est de la République démocratique du Congo et la paix n'est jamais revenue. Voilà, c'est pour ça que je disais que les choses ne sont pas aussi simples qu'on le croit et qu'il faudrait que nous puissions aller en profondeur et savoir aussi, avoir la mémoire de ce qui s'est passé. Notre pays a connu donc des étapes qui ont mis en danger même son existence. Il ne faut pas croire que ce sont des rêves quand on vous parle d'un pays comme la Yougoslavie qui n'existe plus ou qu'on parle du Soudan, du Sud maintenant et du Soudan. Les pays des Balkans dont on parle là-bas, c'était il ne faut pas minimiser ce qui est en train de se passer et penser que nous-mêmes, nous pouvons résoudre ces problèmes. C'est décider de casser la grande URSS n'était pas une décision de la Russie ou de l'URSS. Non. On a travaillé, il y a des gens qui ont travaillé autour, qui ont travaillé à créer les conditions de création d'un nouvel État. Comme on a travaillé à créer le Sud-Soudan pour mettre la main sur cette éponge de pétrole qui est là. Les Congolais ne doivent pas rêver en pensant qu'ils sont différents de tous ces royaumes qui ont disparu. Hein? La Grèce était un grand royaume, l'Égypte était un grand royaume, etc. Les pays vivent ce que l'on vit au moment où on est dans l'histoire. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger l'histoire. Et il ne faut pas négliger la philosophie de celui qui est derrière toi. Lorsque l'Occident décide de mettre la main sur les dernières réserves de matières premières stratégiques de la RDC, il s'en donne les moyens, on crée un proxy. Et ce proxy-là a aussi une philosophie. Il faut comprendre la philosophie du Rwanda. Le Ouganda, c'est-à-dire Ouganda-Rugari, hein, n'est-ce pas? Le pays qui sera grand. Il est petit maintenant, mais il sera grand. Quand on parle du Burundi, ceux qui connaissent les Kirundi, ils savent ce que Urundi Rwanda, l'autre Rwanda, ils considèrent que partout là-bas, ils nous ont fait la guerre à nous les Bashi pendant 3 siècles. Et c'est mon arrière-grand-père qui a tué le dernier roi conquérant du Rwanda, Kigeri IV. Parce que les Bashi, à un moment donné, se sont organisés et ils ont dit, nous cessons nos querelles et nous allons nous battre contre notre ennemi unique ici. Et ils ont occupé même une partie du Rwanda jusqu'à Butare. Quand ils parlent d'avoir des terres chez nous, ils mentent. Mais il y a même le clergé rwandais qui distille ce genre de discours. Oui, mais ça, bon, on connaît la propagande. Mais il faut connaître leur philosophie. C'est qu'eux, par exemple, sont en train d'essayer de survivre. Voilà, je voulais que vous ayez ça en tête. Lorsque nous nous battons contre un adversaire, il faut le connaître, il faut savoir ce qu'il veut. Lui, il veut la terre. Il l'a dit au Bénin. Lui, il veut survivre. C'est un pays qui ne peut pas vivre sans la prédation au Congo. Nous devons nous organiser pour aller à l'encontre de ce qu'ils sont en train d'organiser là. Nous nous sommes organisés dans les temps. Lorsqu'ils sont venus la première fois ici dernièrement, à l'agression qu'ils nous ont faite, nous avons résisté contre eux. Nous avons levé nos jeunes gens. La population, nos BAMI, nos chefs coutumiers se sont mis devant les troupes pour combattre et le RCD et le Rwanda. Nous sommes allés
rencontré ceux qui étaient leurs sponsors. Nous avons fait des voyages du lobbying en Europe, en Amérique, au Canada, partout, pour aller raconter. On a eu Sun City. Maintenant, voilà. Depuis lors, lorsque vous avez votre adversaire, ou bien vous pouvez le terrasser directement et le battre, ou bien vous vous donnez le temps de savoir ce qu'il veut et vous êtes de gagner. Nous avons amené notre affaire aux Nations Unies. Voyez ce livre ici, par exemple, hein, auquel nous avions participé, qui a été dirigé par notre ami le professeur Jean Migabo Kalere. Textes fondamentaux sur les processus de paix en République démocratique du Congo. Eh bien, dans ce livre, on fait le sommaire de toutes les résolutions que nous avons déjà eues depuis que le problème a commencé, donc depuis 1999. Nous sommes aujourd'hui à la 62e résolution. La 2773. Oui. 62e résolution des Nations Unies. Et nous sommes au 15e accord, celui que nous allons signer bientôt là, à Washington et Doha. Nous sommes au 15e accord parce que nous avons été ils nous ont mis dans toutes les situations difficiles et dangereuses. Et chaque accord que nous faisions portait sa spécificité selon le problème qu'il posait, n'est-ce pas? On est allé à l'accord de Sun City, l'accord, si je peux l'appeler comme ça, mais il était précédé à l'accord de Lusaka, n'est-ce pas? Et là, on était dans une situation d'occupation. Il fallait qu'il y ait un facilitateur. On a pris le facilitateur, le président, l'ancien président Massiré. Et puis, on l'a récusé. Et puis, après la mort de Laurent Désiré Kabila, on est revenu à Massiré. Nous sommes allés à Addis Abeba, à Sun City, à Bruxelles, à Libreville. Les gens oublient les autres accords là-bas. Nous sommes allés à Entebbe. Oui, pour que le Rwanda se retire. Et pour qu'il retire l'accord de Ngourdoto, qui concernait justement les Interahamwe. Ce sont des accords que les gens ne connaissent pas. Il ne s'est jamais retiré. Nous allons revenir à vous. Il ne s'est jamais retiré. Oui. Mais alors, bon, maintenant, je vais terminer par ceci. C'était par le mot que vous avez prononcé, que vous avez souligné de ce que dit M. le ministre. Il a dit ceci. Il a dit, nous sommes maintenant dans une approche globale. Cette approche globale doit tenir compte de 3 paramètres. Le paramètre international. Est-ce que maintenant, nous avons convaincu ceux qui sponsorisent généralement le Rwanda et les autres agresseurs? Est-ce que nous avons convaincu qu'il vaut mieux traiter avec nous que traiter avec eux? J'allais dire oui, parce que j'ai vu le président Trump jubiler en disant « Je viens de mettre fin à une guerre qui dure depuis 30 ans avec des machettes. » Là, il s'est trompé un peu, peut-être n'a pas été bien informé. Nous n'avons jamais fait des machettes avec le Rwanda, n'est-ce pas? Alors, mais il est convaincu qu'il a mis fin à une guerre. De quelle manière nous le convainquons ou nous convainquons son administration de peser sur les décisions qui vont être prises dans les différents pourparlers que nous faisons? Nous avions été faire du lobbying jusque chez le président Obama. Et il a appelé M. Kagame, tu retires tes troupes. Et c'est comme ça qu'on a pu gagner la guerre de Tchanzu là-bas en 2012. Nous avons mis la guerre au niveau régional. Voilà le deuxième volet. Est-ce que nous pouvons signer un accord économique, de coopération économique avec le Rwanda, en oubliant que tous les pays qui nous entourent, East African Community, SADC, etc., ils ont tous les yeux sur nous. Vous vous rappelez ce que la dame qu'on vient de réélire là-bas, Madame Soumia. Oui, Soumia. Qu'est-ce qu'elle a dit la dernière fois? S'il faut que j'emprunte de l'argent, je vais emprunter de l'argent pour gagner, pour qu'on construise un train, pour que je puisse avoir ce marché de 100 millions qu'il y a là-bas au Congo. Nous savons que l'Ouganda aussi tient à avoir son fief économique là-bas dans le Grand Nord, dans l'Ituri. Tout le monde a les yeux sur nous. L'État nous imparte, oui. Nous devons tenir de ce paramètre international, de ce paramètre régional, mais aussi du paramètre interne. Est-ce que nous sommes suffisamment mobilisés pour que cette fois-ci, s'il y a un effort de guerre à faire, que cette fois-ci, nous n'ayons pas nos tares avec du désordre dans la chaîne de commandement, avec des ordres dans ça, on doit le dire. Nous avons nos propres faiblesses. Il faut faire en sorte que nous n'ayons pas ces faiblesses. On doit tout réorganiser en sorte que, même eux, les Wazalendo dont nous parlons,
qu'ils se sentent sécurisés, même juridiquement. Parce qu'en principe, ils ne peuvent être vraiment appelés réservistes que s'ils sont déjà désarmés. Et s'ils sont alors, qui va les désarmer? Comment cela va se faire? Tout ça va être... Et ça, ce n'est pas le M23 qui va les désarmer. Ça ne sera pas le M23, ce sera le gouvernement de la République. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur Bahala, pour ces détails. En tout cas, il faut trouver des réponses au niveau international, au niveau régional et au niveau interne. Nous allons donc terminer. Laurent Mugiraneza, ma question, elle sera peut-être la dernière pour, en tout cas, cette émission. Est-ce que vous voyez le Rwanda prendre des sols en RDC? Est-ce que vous avez des sols de terre à donner à des occupants rwandais? Merci beaucoup pour la question posée. Je pense que vous êtes allé très loin. Et c'est pourquoi la politique du Rwanda, c'est tuer d'abord l'administration coutumière. Tout celui qui connaît l'histoire des occupants, premiers occupants, il est appelé à disparaître. C'est pourquoi l'installation des faux BAMI, pour que les archives soient changées. Nous pouvons aller avec vous au musée national. Beaucoup de cartes à l'entrée de l'AFDN sont disparues. Tout à fait. Je vous dis que nous avons vécu avec les Tutsis. Et nous avons des Tutsis. Parce que moi, je suis conseiller provincial de la jeunesse intercommunautaire. Parmi ces communautés du Nord Kivu, il y a des Tutsis. Je passe en félicitant certains Banyamulenge qui commencent à dire non aux idéaux de Moïse Nyarugabo, dire que c'est lorsqu'il est en chômage qu'il monte au créneau. J'en profite pour vous dire que nous n'avons pas mal vécu avec les Rwandais. C'était le complot international, surtout avec la phrase du général, ce soit colonel Hansens, Belge, qui voilà la brutalité des Congolais pour chasser les Belges. Il a dit, en fait, quelque sorte, c'est comme nous vivons une punition de la Belgique. Je voudrais finir pour vous dire que nous n'avons pas de terre à donner. Chacun a son parent, son grand-père, son arrière-grand-père et sa colline. Et sa colline, parce que ça l'homme, excusez, nous sommes définis par notre propre colline. Voilà. Et je vous dis une chose, lorsque les Rwandais, je pense que les Belges ont fait la transplantation, parce qu'à un moment donné, c'était Congo-Belge. Et les Rwandais n'existaient pas. Oui. Aujourd'hui, nous avons un conseil à donner. Le président de la République a bien dit, nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. Nous avons le problème avec l'élite qui dirige mal les Rwandais. Et aujourd'hui, je vous dis, je parlais avec un diplomate très fort qui m'a dit ceci. Tant que les Congolais, vous resterez en train de pleurnicher que c'est les Rwandais qui vous agressent. Dédi Saré était dans cette réunion. Que c'est les Rwandais, les petits pays qui vous agressent. Vous pleurerez indéfinitivement. Et il m'a dit, les Nations Unies n'accompagnent que les hommes forts. C'est là que j'ai dit, nous devons Kujitegemeya. Et la population est assez découragée parce que connaissant le modus operandi de l'agresseur, nous voudrions que nous finissions. Je voudrais chuter par vous choquer le monde que le dernier jour où notre espoir s'est envolé, c'est le jour où notre président de la République a accepté par complicité de l'émir du Qatar à apparaître au Qatar avec le Kagame. Pendant que le monde réagissait par des sanctions, en application de la résolution 2773, l'émir du Qatar voulant sauver ses fonds investis au Rwanda, il a rappelé directement le président qui est de bonne foi, mais je pense qu'il a compris qu'on est en train de le rouler. Nous aurons donc le temps de donner les conseils, comment y en sortir. Et très bien, c'est très bien dit, monsieur le professeur Dadi Saleh, grand Mouzalène doit assumer, parce que nous allons terminer. Oui. Est-ce que vous croyez que les Rwandais, ceux qui sont sur notre sol venus, sont prêts à partir? Peu importe les négociations, peu importe les accords, est-ce qu'ils sont prêts
à partir? Alors, c'est une question un peu qu'on demande. Est-ce que vous pensez qu'un voleur, quand il vient voler, il va partir de son propre gré? C'est la même chose. Non, les voleurs, les tueurs ne partent jamais. Ils viennent, ils volent, ils pillent. Tant que vous êtes faible, ils vont continuer à vous voler, à vous piller. C'est tout à fait normal. Ils viennent de le faire pendant plus de 30 ans. Parce que je parlais de la balkanisation indirecte. On a passé 18 ans dans une balkanisation indirecte. Ce n'est pas quelque chose que j'ai dit aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai dit. Mais effectivement, comme je l'ai dit, nous, les experts, on ne nous écoute pas. On veut écouter un peu beaucoup de gens. Oui. Maintenant, là, ils cherchent la balkanisation directe. Mais les Congos ne se contrôlent pas depuis plus de 18 ans. Eh bien, ce n'est pas l'abbé Baala qui va me contredire. Les Ougandais ont des terres, ils prennent tout ce qu'ils veulent depuis. Ah ben oui, les Rwandais prennent Aruba tout le minerai depuis tous ces temps comme ils veulent depuis. Ils en deviennent même le premier producteur. Qui ne le sait pas? Eh bien, en Ituri, ils prennent le bois comme ils veulent et de l'or. Qui ne le sait pas? Et les cacao. Donc, il faut qu'on comprenne que nous proposons au chef de l'État depuis un bon bout de temps. Tout ce qui s'est fait, c'est bien. Mais il faut comprendre la philosophie de nos, entre guillemets, de nos ennemis. Moi, je les appelle des ennemis. Ce ne sont pas des amis. Absolument pas. Ils peuvent être voisins, mais ennemis. Il nous faut une révolution politique, il nous faut une révolution économique et il nous faut une révolution culturelle. Pourquoi une révolution? Je vous ai dit, nous avons beaucoup de gens de 1+4, ça va, qui, par des voix que vous connaissez, sont devenus des députés et sont devenus des ministres et restent encore des ministres aujourd'hui. Ce qui fait effectivement que, tant que le chef de l'État, excusez-moi d'être dur, parce qu'il faut que nous comprenions que le chef de l'État a la volonté, il l'a prouvé. Je vous ai dit, je l'ai félicité, il a institué la RAD. Réserve. Pour nous, les Ouazalendo, c'est un début. Mais le processus, vous avez compris, le processus est torpillé pour que le processus ne puisse pas avancer exactement. Par qui? Par ces gens de 1+4, les complices qui sont dans les, j'ai dit dans les gouvernements, qui sont dans les gouvernements, les complices du Rwanda, des néocolonialistes, etc. Et au niveau de l'armée. Et je pense effectivement, on commence à en arrêter assez. Donc, je pense que si le chef de l'État ne fait pas la révolution, ça va? À votre question, je suis désolé. Nous risquons de nous retrouver dans une position où, comme mon ami l'a si bien dit, on l'a dit ici à plusieurs reprises, le chef de l'État a répété ce que nous avons dit. Je félicite le chef de l'État. Beaucoup de Moamis, ça va, des coutumiers sont tués. Ces gens-là font un travail de titan. Ils sont en train de remplacer des terres. Plus de 15 millions de morts. Nous avons des villages où il y avait 100 000 personnes, ça va, ils ont tué plus ou moins 70 000 personnes et ils ont déjà remplacé. Ce n'est pas qu'ils vont remplacer. J'ai dit parfois, on rêve ici. Quand je vous dis qu'on doit déclencher l'article 86 de la Constitution, dites-moi, alors à quoi servira un seul jour l'article 86 dans notre Constitution si on ne peut pas la déclencher? Merci, professeur Salé, pour ce message. Je crois qu'il est entendu. Nous allons terminer, mais comme d'habitude dans cette émission, nous avons déjà eu à parler de cette question de terre et comment, de façon rampante, l'occupant est en train de décimer les populations et d'effacer la mémoire collective. Exactement. Nous allons suivre le chef de l'État en 1 minute. Il parle aux jeunes des zones occupées et nous nous retrouvons ici pour conclure. À vous, jeunes de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Masisi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter le retour à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. Dès la libération de vos territoires, nous lancerons sans délai un programme prioritaire de reconstruction et de développement, routes, écoles, centres de santé, accès à l'énergie et au numérique, afin que votre créativité devienne l'avant-garde du renouveau
de vos territoires. Tenez bon, l'avenir que vous méritez n'est pas compromis. Il se construit avec vous et pour vous. Alors, il faut recentrer les esprits. Nous avons parlé des accords, il y a à Doha, il y a à Washington, mais il y a eu beaucoup plus d'accords auparavant. Nous allons conclure. Je vais vous donner à chacun 1 minute, mais qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que la population retient de ces accords? Je vous prie d'être plus ou moins succinct, mais percutant pour que la population retienne quelque chose. Nous allons commencer par Laurent Mugiraneza. Merci beaucoup. La population n'attend qu'une chose, la paix. La population attend une chose de ces négociations, qu'il n'y ait pas une prime pour l'agresseur et pour les tueurs de chaque jour et de tout le temps. La population attend une réorganisation de la classe politique, renouveler la classe politique. C'est-à-dire qu'il y ait fixation d'un nombre de mandats pour un député. Ils ne sont pas des députés éternels. 2 mandats suffisent. Il faut qu'on donne à la classe politique de la République démocratique du Congo des ministres capables. Il faut rajeunir aussi l'esprit du gouvernement. Et enfin, je veux proposer qu'il y ait je suis en train de travailler sur un projet à soumettre au président de la République et au gouvernement sur la retraite des forces armées. Parce que pour se débarrasser de ces traîtres qui sont dans l'armée ou dans le gouvernement et même dans la population, dans l'administration, nous devons chercher un mécanisme qui ne va pas nous nuire, non seulement emprisonner, mais le mettre en retraite anticipée. Merci. C'est parfait et nous allons... non, je prends Abbé Bala, comme ça nous allons terminer avec le Muzalendo. Oui. Qu'est-ce que la population doit retenir? La population doit d'abord retenir ceci. Nous sommes là maintenant en face de la dernière occasion qui nous est donnée de mettre fin à ces 30 ans d'agression et qui ne disait pas son nom avec beaucoup d'hypocrisie. Tous ces accords qu'on a signés, on les signait avec des comparses, avec des proxys, etc. Maintenant, aujourd'hui, le président de la République est allé vers ceux qui peuvent résoudre le problème. Et nous avons amené sur la table ce que nous avons chez nous, nos richesses. Nous attendons une aide pour notre sécurité. L'argent n'aime pas le désordre. Vous avez vu que l'émir du Qatar a passé une nuit là-bas. De l'autre côté, il est allé visiter des vaches. Ici, chez nous, il s'est assis en costume et cravate pour signer des accords pour 21 milliards de dollars. Je vois des gens qui rigolent sur Internet. Oh, voilà, là-bas, il a montré qu'il était... Mais vous allez visiter des vaches, il y en a partout. Mais vous ne donnez pas tous les jours 21 milliards de votre argent, qui sont de votre caisse à quelqu'un. On a signé. Il y a eu 6 protocoles. On a vu défiler nos ministres là-bas. Ça signifie que ça devient du concret. Nous aimons le concret. La population doit savoir que maintenant, on a du concret. Nous sommes en train d'aller. Mais en attendant, il faut que le gouvernement sache que les autres ont utilisé la politique de fight and talk, talk and fight. Ils se battent, ils négocient. Les grands accords ne se font pas en un jour. Et donc, aujourd'hui, il faut que la souffrance de la population puisse cesser. Vous avez vu... Hier, ce soir, on était encore en train de me dire qu'on a tué des gens à Katana, c'est au sud Kivu là-bas. J'ai dirigé cette paroisse pendant 6 ans. Et tout le monde, je connais tous ceux qui ont été victimes, mais je voudrais d'ailleurs leur rendre hommage et leur dire courage à tous ceux qui sont là-bas et condoléances aux familles éprouvées. Mais il faut que ces massacres cessent. Il faut que ces massacres cessent. Oui. Muzalendo. J'aimerais que la population puisse comprendre que tous les accords qui peuvent être signés ne nous interdisent pas de nous constituer en rapport de force. Ce qui fait que nous demandons encore au chef de l'État, nous avons déjà fait nos propositions déposées. Ce n'est pas qu'on va le faire ici à la télé. Nous demandons au gouvernement de comprendre très bien que sans rapport de force qu'il faut, ça va, nous resterons en train d'être un peu les dindons de la farce dans des accords. Et pour l'instant, nous n'avons jamais, celui qui va me dire l'inverse, qu'il vienne ici. L'article 86 de la Constitution n'a jamais été appliqué, du moins à ma connaissance, avec le gouvernement que nous avons. Ça s'appliquera quand on demande. Appliquer l'article 86 ne signifie pas qu'on est des 20 ans en guerre, s'il vous plaît. Pour l'instant, je demande qu'on puisse avoir une loi financière de guerre.
une loi budgétaire de guerre pour que tout le ministre puisse se tourner en faisant un rapport, même le ministre des Transports, de l'Agriculture. Comment est-ce que les Ouazalendo vont manger? Comment est-ce que le militaire vont manger? C'est ça la priorité des prix. Il n'y a rien qui ne puisse être prioritaire que ça. Même pas les 145 territoires qu'on respecte beaucoup. Ah, parce qu'effectivement, les actifs des 145 territoires des Rutshuru sont où? Dans des mains de qui maintenant? Les actifs des 145 territoires, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, vers effectivement Massissi, sont dans des mains de qui? Ce sont dans les mains, effectivement, des Rwandais pour l'instant. Donc, s'il vous plaît, changeons la philosophie. On demande au gouvernement et au président de la République, on doit améliorer que le président de la République soit le chef des Ouazalendo. Que ce soit dans le gouvernement qui va négliger les Ouazalendo, que le chef de l'État puisse le mettre à côté. Parce qu'effectivement, c'est une chose, une aberration. On voit les membres du gouvernement qui négligent les Ouazalendo et qui ne respectent pas la parole du chef de l'État. Merci beaucoup, Mouzalendo Assumé, professeur d'université de surcroît, qui a été avec nous sur ces plateaux. Merci à Laurent Mugiraneza pour ses interventions musculées, percutantes, et merci à monsieur l'abbé Baala pour ses interventions pleines de sagesse. Vous avez compris qu'il a été, de toute l'histoire des négociations, il a été présent et il a une idée de sagesse à ajouter. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Kivu Nabiso, c'est aussi ça. La passion de la République, la volonté de changer rapidement, c'est ce qui nous anime, et surtout de garder la flamme de la République dans les zones sous occupation, surtout leur dire que la paix, c'est pour bientôt. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la télévision nationale, mais aussi sur nos différentes plateformes. Kivu Nabiso, c'est cette dynamique. Merci.